Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. Je suis David Remeau, ingénieur technico-commercial chez ITEC. Je vais aujourd'hui vous présenter l'intérêt d'utiliser César pour modéliser vos projets du Grand Paris Express. Alors ma présentation se décomposera ainsi. Je vais tout d'abord resituer César LCPC dans le contexte des tunnels parisiens pour vous présenter rapidement par un petit historique. Enfin, juste sur deux exemples, comment César a déjà été utilisé pour modéliser des sections ou des gares de, de, de métro. Ensuite, je vous ferai un aperçu des nouveautés de la version 6 pour ensuite vous présenter des exemples de mise en œuvre euh, et enfin des exemples d'applications qui ont déjà donné lieu à des notes de calcul. Alors tout d'abord, comme je le disais, recitons César dans le contexte des tunnels parisiens. Je présente ici une coupe d'Éole. C'est un projet qui a été réalisé par un client avec la version 5 du logiciel. Et avec cette version, il a pu modéliser tout le phasage d'excavation et de pose euh, d'excavation des galeries, puis de pose des revêtements. Et on a ainsi pu modéliser tout le phasage de travaux et pouvoir voir par cette séquence-là l'influence du creusement d'une galerie sur l'autre. Une autre application, c'est la présentation d'un modèle de station de métro. Alors la stratigraphie ici ne présente pas grand intérêt, on voit que c'est simplifié en présentant le sol horizontalement. Par contre, si on focus sur la géométrie de la gare, on voit que tout le détail a été réalisé pour pouvoir bien modéliser tout le phasage de travaux. On voit ici donc d'abord commencer par les merlons pour ensuite, après soutènement, venir excaver la galerie principale. Et ceci après avoir renforcé le massif de sol en clé comme en radier par méthode d'homogénéisation. Voilà, donc là on voit tout l'intérêt d'utiliser un outil de calcul comme César aux éléments finis. On peut de façon tout à fait pertinente et détaillée modéliser les phases de travaux et ainsi éventuellement envisager différents scénarios. Si on se resitue maintenant dans le contexte qui nous intéresse, donc le Grand Paris Express, les travaux qui ont été lancés et projetés vont générer un grand nombre d'heures d'études pour l'ingénierie des travaux souterrains. On sera bien sûr dans un contexte urbain contraint, qu'il s'agisse de galeries pour des voies, de nouvelles voies ou alors des extensions de voies, mais également pour des passages de tramway par exemple. Voilà, donc il y a un certain nombre d'infrastructures qui sont à réaliser. Et dans le contexte urbain de la région parisienne, on aura forcément à, à traiter de nombreuses interactions sur la structure avec des galeries existantes ou alors des bâtiments en surface. On aura bien sûr un contexte devant traiter présence de l'eau. Donc toutes les notes de calcul qui devront sortir devront bien sûr dans un premier temps faire en sorte de sécuriser les chantiers, mais aussi maîtriser les tassements. Donc on devra être ici, on devra avoir ici adopter les bonnes techniques de modélisation. Et puis également, on devra dimensionner les revêtements. Donc essayer avec les outils de modélisation non finie d'obtenir les efforts les plus réalistes dans nos soutènements, les revêtements. C'est tout l'intérêt de la nouvelle version 6 de César LCPC que je vais présenter aujourd'hui. Tout d'abord, il y a eu tout un travail de réalisé sur les lois de comportement. Alors, à savoir que dans les versions antérieures de César, on disposait déjà d'une bibliothèque de
comportement large et riche, qui permettait, comme on voit sur les lois classiques présentées en bas de la diapositive, de modéliser les sols avec des critères de plasticité type Morcoulon ou Kebrun, ou encore Kebrun pour les roches ou Klemkley pour les argiles. Mais dans le référentiel César, il y avait aussi de nombreuses lois issues de travaux de recherche qui ont été, qui ont été remises à jour. Et donc on propose maintenant des élasticités linéaires et non linéaires pour permettre par exemple de faire varier les caractéristiques du sol avec la profondeur. Donc des lois avec l'évolution du module avec la profondeur, ou encore les caractéristiques de cohésion, de frottement avec la profondeur. La version 6 introduit également l'Ordering Sol Model. Une version de ce critère a été développée par l'IFSTAR, et l'intérêt de cette loi, que l'on va aussi retrouver aujourd'hui dans certains CCTP, prescrite dans certains CCTP, c'est de pouvoir modéliser à la fois le chargement et le déchargement des massifs de sol. Dans la version 6, on a aussi travaillé à prendre en compte de façon plus complète l'eau. Alors, César disposait déjà de modules de calcul, par exemple pour les milieux non saturés. Là, on a introduit une loi type Van Gunnington et Gardner. On a également introduit un chargement en champ de pression. Donc on va faire varier la nappe de façon plus intuitive. Donc ce sera soit par un chargement par la variation entre deux niveaux de charge hydraulique donnés, soit également on peut importer dans ce calcul un champ de charge hydraulique calculé par les modules d'écoulement intégrés dans César. Dans la version 6, vous allez aussi pouvoir modéliser le renforcement des massifs par différentes techniques. Alors la première est celle de renforcement par homogénéisation. On va modéliser dans un même bloc de sol, la matrice de sol et son renforcement par des caractéristiques bien distinctes. Donc on va pouvoir ainsi modéliser de façon assez aisée un boulonnage radial ou un renforcement du front de taille sans avoir à discrétiser les éléments de renforcement dans le maillage. On a aussi, alors dans le cas où on souhaite, où on doit modéliser les renforcements de façon discrète, dans ce cas-là, on va pouvoir le faire avec de nouveaux éléments qui sont les barres à comportement non linéaire, qui peuvent également avoir une rupture fragile. Donc différentes lois ont été introduites pour ces barres avec un comportement défini en traction-compression. Ces barres peuvent aussi être des barres frottantes. On a du coup introduit des lois d'interaction, ce qui fait que le comportement de la barre n'est plus un comportement classique comme dans les versions antérieures, c'est-à-dire que du coup on avait une adhérence parfaite entre le sol et l'élément de structure, mais on a maintenant, comme illustré sur la figure de droite, un comportement de barre flottante avec une loi d'interaction qui, comme on le voit, permet de modéliser l'interaction sol-barre, sol-inclusion, avec notamment un comportement pluraliste en pointe, comme si on voit bien que l'on a un effort normal qui est nul. Alors dans la version 6, une autre nouveauté, alors qui ne va pas s'adresser aux travaux neufs, quoique si, en fait, dès lors que vous allez créer une galerie à proximité d'une galerie existante, et ben dans le contexte du métro parisien, on a des galeries qui sont centenaires et donc qui ont été réalisées avec, à l'époque, avec de la maçonnerie.
Et donc pour pouvoir étudier l'influence de travaux sur ces galeries maçonnées, une thèse CIFRE RATP Star euh, qui vient de s'achever et qui a donné lieu donc à la mise en œuvre d'une loi de comportement pour modéliser ces ouvrages maçonnés. L'avantage, c'est que ces travaux permettent, par exemple, comme on le voit sur le maillage de gauche, jusqu'à présent on devait modéliser de façon discrète la maçonnerie. Aujourd'hui, on va pouvoir travailler de façon homogénéisée avec une loi permettant de bien prendre en compte le comportement de la maçonnerie. Alors, ces travaux mériteraient un webinaire à eux seuls, donc une présentation, je pense qu'on en fera une à la rentrée. Là, je présente juste, par exemple, l'intérêt de ces travaux. Donc, au-delà du fait que, bien sûr, n'ayant pas modélisé, on va avoir des maillages plus simples, on voit que l'homogénéisation donne des résultats tout à fait semblables en comportement. Sur cette figure, on voit tout l'intérêt de ces travaux, puisque pour cette figure donc, qui présente la déformée d'une section, montre que les résultats sont tout à fait comparables entre la nouvelle méthode homogénéisation et l'ancienne méthode en discrétisation. Donc l'homogénéisation tout à fait cohérente et permet, comme on l'a dit précédemment, de s'affranchir de tout ce qui est discrétisation. Je présente maintenant de façon plus générale l'interface du logiciel, sachant que vous en verrez un aperçu par l'exemple de démonstration que je vais réaliser. Alors tout d'abord, les idées fortes, c'était de réaliser une interface utilisateur plus fluide. Ça passe d'abord par une interface plus lisible avec des icônes qui ont été retravaillées, des grilles et espaces de travail également mieux reconçus, avec donc des boîtes de dialogue qui se veulent plus intuitives, parce que, comme vous le voyez, il y aura plus de graphismes, plus également d'outils d'assistance et des messages d'aide à chaque fois qu'il est possible pour guider l'utilisateur dans la mise en données. Enfin, à travers une arborescence, on va pouvoir avoir une gestion plus simple des modèles, pouvoir voir le phasage de travaux réalisés, par exemple sur l'arborescence de gauche. Sur l'arborescence centrale, on voit tous les éléments constitutifs de notre maillage. Puis enfin, sur celle de droite, on voit toutes les propriétés qui ont été affectées à ces éléments. Donc, un aperçu global du modèle et pour que tout soit transparent, je dirais, à l'utilisateur. Mais je vais justement présenter cela par un premier modèle de démonstration. Alors on va présenter ici, je vais rester sur des choses relativement simples, une section de tunnel pour pouvoir présenter quelques outils géométriques, les outils de maillage qui ont été développés, comment créer un modèle, voir justement cette arborescence, et puis l'intérêt, la nouveauté, justement la mise en œuvre du Arduino modèle. Donc pour ce faire, je vais passer sur le logiciel donc en version 2D. Donc en version 2D, on fait de la déformation plane, une section courante de notre galerie de tunnels projetés. Donc voici l'interface avec des outils de dessin classiques, mais également qui ont été repensés pour être le plus proche d'outils de DAO standard, avec, vous voyez, des générations intuitives, un snap sur la grille, mais également sur les segments, avec recherche des centres, des perpendiculaires de différents segments. Je vais utiliser ces grilles également, ce scénario, parce qu'on a introduit des sections types de tunnels. Donc, vous pouvez voir ici. Donc, tunnel circulaire avec
plusieurs méthodes de construction, également plusieurs méthodes d'excavation. Bon, si j'en prends un relativement simple, donc on va rester, ceci devrait faire une section relativement standard, voilà. On a ici cette section, et puis je vais créer, bon, je vais rester simple en créant un seul massif de sol homogène, de la sorte. Ensuite, aller l'altitude à 30 mètres. Voilà, donc là j'ai tracé mes points. Ah oui, j'ai oublié de relier tout ça. J'aurais pu le faire. Enfin, voilà, je peux le faire après avec les outils. Et je vais ajouter à cette section. Alors, on peut définir ici notre revêtement comme un élément de structure. Donc, ça va être un bloc indé qui sera ensuite notre revêtement. Et puis, je peux aussi utiliser des outils, par exemple, de création automatique, des créations assistées pour les ancrages. Donc là, par exemple, je vais mettre le premier ancrage ici. Donc, c'est un élément indé qui sera une barre ancrée dans mon massif de sol. Et puis, par les outils de manipulation, je vais pouvoir, par rotation, dupliquer ces éléments. Voilà. Donc là, j'ai défini ma géométrie. Et puis maintenant, je peux passer à l'étape maillage, où je vais donc, par exemple, remplir ma section. Après avoir donné une densité à l'ensemble des segments. Voilà, on va mettre 5 sur les contours et puis on va mettre 5 mètres plutôt. Voilà, donc, 5 mètres sur le pourtour. Et puis on va mettre 50 cm sur la galerie pour pouvoir bien diffuser le maillage. Je remplis ici. Je génère mes éléments de structure. Et je remplis mon massif de sol. Voilà, donc on a ici un maillage. J'aurais pu, après, travailler, c'est vrai que c'est pas inutile, regrouper mes blocs, recouper les blocs par, par éléments qui vont avoir le même, comment dirais-je, la même fonction en cours de phasage. Donc là, par exemple, ça va être mon revêtement. Et puis, donc je vais donner une couleur bleue, par exemple. Et puis, j'ai sélectionné, alors, pour montrer aussi qu'on peut sélectionner par couleur, j'ai sélectionné mes boulons. Voilà. Et puis enfin, on aura ici, ça va être la section excavée. Et puis ça va être mon massif de sol. Voilà. Voilà. Donc voilà, on a ce maillage constitué. Alors, à savoir que la géométrie, le maillage est complètement, le modèle est maintenant indépendant du maillage. Donc on peut de modéliser le maillage, de réaliser le maillage quand toute fin ou venir faire des modifications sur le maillage à toute étape de notre modèle. Nous allons maintenant constituer toute la séquence de travaux. Donc on va pour cela réaliser une série de modèles dans l'arborescence qui est ici à droite. On voit ici donc le champ d'application de César, de la statique en dynamique, maintenant jusqu'à la consolidation. Ici, on s'intéresse à un calcul statique non linéaire. Donc on va ajouter un premier calcul. Donc il va s'agir ici, par exemple, d'initialiser nos contraintes initiales.
contraintes géostatiques, avec le solver donc, qui est ici, en déformation plane en faisant du phasage, nos contraintes géostatiques, donc on va rester simple, on va faire une seule couche. Voilà, donc poids volumique, coefficient de terre au repos. Et je vais maintenant aller générer ma bibliothèque de propriétés. Donc les bibliothèques de propriétés vont être communes à toutes mes phases de calcul. Et à travers cette interface que l'on voit ici, cette boîte de propriétés, on va pouvoir accéder à l'ensemble des applications possibles de César. Donc on voit ici des élasticités linéaires ou non linéaires associées à différents critères de plasticité. Donc ce qui va nous intéresser, par exemple pour l'HSM, c'est de prendre l'élasticité non linéaire de l'HSM et d'y associer donc le critère de plasticité associé. Voilà, donc un certain nombre de propriétés associées au sol en fonction des caractéristiques retenues des essais. On peut aussi importer un jeu de propriétés que l'on aura au préalable défini, donc qui va permettre par exemple de récupérer des données d'une étude précédente ou d'échanger des jeux de propriétés entre utilisateurs. Donc là, bon, voilà, par exemple, je sélectionne un certain nombre de jeux de propriétés dans cette bibliothèque. Et elles sont maintenant importées ici dans mon modèle avec donc les propriétés associées. Donc je peux maintenant affecter ces jeux de propriétés en massif au sol. Donc les prendre une marne calcaire ici, appliquée. Et puis pour mes éléments de structure, donc on a des boulons. Donc le boulonnage, ce sont des éléments de type barre. Donc c'est là, on va retrouver on pourrait après mettre des lois de comportement un peu plus évoluées, mais des barres avec donc une élasticité et une section. Et on va également constituer les propriétés pour notre revêtement, donc qui va être là, dans ce cas-là une poutre béton, enfin une poutre, un revêtement qui est modélisé comme une poutre avec une certaine épaisseur en section, donc sur un mètre, une section par exemple de 30 cm. Voilà. Et je peux donc maintenant affecter ces propriétés, donc d'abord les boulons, puis le revêtement. D'ailleurs, j'aurais pu être un peu plus explicite concernant les noms que vous voyez ici. Je peux modifier ces noms. Voilà. Ensuite, on continue la préparation du modèle en définissant donc, les conditions limites. Donc, on va retrouver là ici des conditions limites classiques, blocage latéral et inférieur. Voilà. Et puis en chargement, comme on est ici dans une phase d'initiation des contraintes, on va pas affecter, on va juste définir cette phase-là. Je crée donc ensuite une deuxième phase. Donc par copie du modèle, en fait, je récupère toutes les propriétés déjà renseignées. Cette phase, donc, on va excaver la section. On va mettre en place tous les éléments de renforcement. Donc c'est ma deuxième phase. Alors on peut ici partager, c'est-à-dire que le partage, ça vous permet je vous le montre ici. Maintenant, toute modification dans les conditions limites, dans les cas de charge de propriété, va
automatiquement affecter la phase précédente. Ici, bon, je n'ai pas besoin, donc je vais mettre fin à ce partage, les conditions limites également. Et par contre, je vais, donc ça va me permettre ici, en termes de propriété, de venir donc, désactiver ma section. D'ailleurs, ce qui me fait penser que j'aurais dû, en phase précédente, désactiver mes éléments de structure qui ne sont pas présents. J'y reviens. Voilà. Donc en phase d'initiation des contraintes, on n'a que le massif de sol. Et maintenant, en phase d'excavation, je désactive, donc je viens excaver la partie centrale et j'active les éléments de structure. Voilà. Donc toutes les propriétés sont conservées. Hein. Ça c'est un fait. Les conditions limites, ben, j'ai fait une copie, donc vous l'avez toujours. Et par contre, en chargement, je vais pouvoir constituer ce qui va être donc du confinement. Donc par exemple, du confinement de 70% sur la phase précédente. Donc sur les limites de ma section désactivée, je viens appliquer ces forces, comme on le voit ici. Voilà. Je viens affecter la gravité sur le revêtement. Voilà, donc on voit ici que c'est activé. Alors dans la fluorescence des données, on le voit, on peut aussi accéder directement à ces propriétés, déconfinement ou chargement. Donc l'arborescence des données permet d'accéder à différentes fonctionnalités. Ensuite, je vais constituer, bon, pour montrer un peu les fonctionnalités, je vais constituer aussi une troisième phase qui va être bon, un chargement type, on va faire simuler une remontée du niveau de nappe. Voilà, donc là, on va conserver le cas de charge. Voilà. Bon, supprimer le partage. Voilà. Ce qui est intéressant donc, maintenant, donc remontée du niveau de nappe. Je vais créer donc un nouveau cas de charge qui va être donc, niveau de nappe. Voilà. Supprimer le précédent qui a été copié. Voilà. Et donc ici, tout simplement, on va venir modéliser donc, cette remontée de nappe par positionner une nappe, disons, qui était à moins 5 mètres précédemment, puis qu'elle est à être un peu voilà, 5,5. Voilà, donc on voit ici ces nappes représentées en position initiale et finale. Et puis, ben, du coup, on va aussi associer les poids volumiques de mon sol, du massif de sol, voilà, affecté par ce changement de nappe. Il me reste également, comme on a des éléments de structure, on va avoir une poussée hydrostatique à appliquer sur la nappe. Donc cette poussée, voilà. Non, j'ai mis 5,5. Voilà. On a ainsi défini donc, ce chargement. J'ai maintenant 3 phases de calcul prêtes. Donc la gestion des calculs, donc on a déjà bon, un outil qui nous dit si toutes les propriétés ont été définies, qu'il s'agit des propriétés, conditions limites de chargement. Donc on voit ici maintenant tout le déroulement de la préparation du calcul. Hein, rien n'est caché, comme ça vous pouvez savoir où vous en êtes à tout moment du calcul. Voilà, donc les 3 calculs sont passés, les calculs, procédures itératives, là qui convergent. Donc là on a mis un critère à 10-3 par défaut. Voilà. Donc les calculs sont convergés. On va maintenant regarder quelques résultats. Donc dans les résultats, on peut voir, par exemple, pour l'initialisation des contraintes qui est intéressante, et de valider le
tenseur des contraintes, comme on voit ici. On peut voir aussi, après sur les autres phases, par exemple l'excavation de la section, l'état déformé de l'excavation. Dans le même ordre, on peut voir les résultats, par exemple les efforts dans le revêtement. On peut aussi isoler les boulons. Donc ça, par exemple, je peux les sélectionner ici dans l'arborescence, les boulons. Et puis demander à voir l'effort normal dans ces boulons. Enfin, on peut avoir les isovaleurs de déplacement, par exemple. Déplacement total sur notre structure. Vous voyez, lié au soulèvement, là on a plutôt un soulèvement, lié à la variation de nappe, on a plutôt un soulèvement de notre fond. Voilà, alors ensuite, en termes d'exploitation aussi des résultats, on peut, comme on l'a dit en introduction des modèles, il est important d'avoir les tassements, donc on peut aussi tracer des coupes. Tracer, voilà, par exemple, pour la cuvette, le déplacement vertical. Voilà, donc on a le déplacement vertical. Et puis on pourrait également le faire pour toute étape. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin dans une liste des détails. Je vais maintenant m'intéresser à des applications, d'autres applications un peu plus en détail de César pour les tunnels, en vous montrant des exemples concrets. Alors le premier exemple que je vais présenter, c'est une section type de tunnel, donc avec, c'est pareil, là aussi une séquence de travaux comme tout assez classique. Hein. Donc là on a du coup un modèle un peu plus détaillé avec pré-soutènement, le revêtement définitif, une stratigraphie bien sûr un peu plus complexe, et puis là l'utilisateur a généré un maillage avec différentes zones pour pouvoir avoir des choses un peu plus diffusées. Également, on voit que des éléments de structure, donc des poutres, ont été intégrés dans les éléments de structure pour pouvoir récupérer les efforts. Donc le phasage, comme vous voyez, qui a été réalisé, consiste à tout d'abord appliquer l'état de contrainte initiale, puis dans un deuxième temps, creuser, donc excaver sans soutènement, et puis avec l'avancement du front de taille, et en appliquant une méthode de convergence confinement, puisque là on a appliqué que 60% des forces de confinement. On vient ensuite appliquer le soutènement et le complément de force de soutènement, pour ensuite appliquer le revêtement définitif. Pression hydrostatique sur le revêtement définitif avec la nappe, poids propre de l'élément de ces... Alors il doit être à 10, voilà, de notre revêtement définitif. Et puis après, modéliser le fluage, des effets long terme sur notre massif de sol, avec donc une fonctionnalité qui existe dans César pour modéliser cet effet différé entre des comportements élastiques, sur les comportements élastiques, donc sur les coefficients, les modules Young et les coefficients de Poisson. Donc là, appliqué sur cette couche ou alors sur cette couche. Voilà, donc ça, ce sont des calculs types réalisés avec César LCPC, puis en résultat, c'est pareil. On va pouvoir avoir une expertise un peu plus détaillée de notre modèle. Donc là, on voit l'accumulation des résultats en termes d'isovaleur, mais également en termes d'efforts
revêtement. Également, dans César, on va pouvoir intégrer des contraintes. Donc, ça va être intéressant, par exemple, si j'isole le revêtement, une partie du revêtement, je vais venir définir une courbe, par exemple, à l'extrado. Je n'ai pris qu'une partie, ça va suffire pour l'exemple. Et ainsi, là-dessus, je vais pouvoir intégrer les contraintes normales et tracer le moment intégré, ou l'effort tranchant, ou l'effort normal. Voilà, on voit ici maintenant l'effort intégré en termes de moment. Voilà en termes de résultats, tout ce qui est possible de montrer dans César. Alors après, on peut afficher bien sûr des résultats en vecteur de déplacement plutôt qu'en isovaleur. Voilà. Pour voir comme ça les mécanismes de déplacement. Là, c'est associé au fluage. Puis on peut regarder, par exemple, sur les phases de creusement. On voit bien voilà, que le sol vient vers l'intérieur de la section et puis qu'on a un soulèvement ici du radier. Alors pour compléter également la présentation des résultats accessibles, dans l'arborescence des données, là, on peut demander à voir les résultats par élément. Donc, par exemple, par incrément, là j'ai la liste de l'ensemble des tableaux disponibles, et donc je peux venir exporter justement ces données, format texte ou HTML. Donc on peut par exemple visualiser ici, voilà ce tableau, le résultat en termes de déplacement dans ce groupe. Voilà, ce sont des compléments proposés à l'utilisateur, donc ça permet d'avoir vraiment d'aller dans le détail pour l'analyse des résultats du projet. J'en ai fini avec ce modèle. Je vais, pour finir ma présentation, vous présenter deux modèles réalisés récemment dans le cadre de notre comment dirais-je, dans le cadre du Grand Paris Express. Donc là, je vous ai montré cette coupe classique. Voilà, donc deuxième application, c'est le prédimensionnement du pile d'ouvrage annexe alors, j'ai pris cet exemple-là parce qu'il est un peu différent de ceux présentés précédemment, dans le sens où on va modéliser un puits en axisymétrie. Donc, ce ne sera plus de la déformation plane, mais l'axisymétrie. Donc là, le groupement Helios, donc notamment CETEC, a réalisé un modèle de calcul avec César LCPC 2D pour déterminer les sollicitations d'enfouissement et les déplacements associés. Donc, si on présente une coupe, là, différentes sections ont été alors, je vais vous présenter ce modèle. Je vais revenir au modèle. Donc, je vais aller le chercher. Voilà, donc c'est un exemple, comme je le disais, qui va illustrer un
application encore différente de César, hein. On est ici en axissymétrie, donc il faut comprendre que en vue de dessus, ce modèle, en fait, est un puits, c'est-à-dire que là, on a un puits déguisé ici. Donc c'est un puits, section circulaire ici. Et toute la force de César ici, c'est de pouvoir permettre à l'utilisateur, d'avoir permis à l'utilisateur de modéliser 51 phases d'excavation. Donc c'est là qu'on va voir vraiment l'intérêt de l'arborescence à droite, puisqu'on peut facilement ici aller bah, explorer le modèle et d'aller chercher, par exemple, de vouloir aller voir ici. J'ai appliqué l'effort de déconfinement en 41e phase. De quoi s'agit-il? Donc voilà, je suis au chargement de la 41e phase. Alors, il y a 50 phases, mais en fait, chaque phase est relativement... le phasage est assez simple, hein, puisqu'on vient excaver à chaque fois une tranche en profondeur et on vient mettre en place à chaque fois également le soutènement. Donc si je passe à la phase d'après, j'ai les forces de pesanteur et j'ai les déconfinements associés. Donc le phasage est relativement simple, mais voilà, il est surtout très long pour être constitué de 51 phases. Ici, donc, les résultats qui ont été exploités par le client. Donc, comme on l'a vu précédemment, les résultats qui peuvent être obtenus sont de différents types, notamment tout ce qui est état déformé ou non déformé du modèle. Donc on voit ici par exemple l'effet des phases d'excavation aux 2/3 de la paroi, on voit un ventre qui se forme, et on voit aussi directement en surface un tassement plus ou moins marqué au niveau des fondations modélisées ici en gris. On peut aussi afficher des isovaleurs donc pour un rendu visuel bien sûr un peu plus efficace, immédiat, hein. Donc on voit ici par exemple les déplacements verticaux en surface, et si on regarde en déplacement horizontal, on va aussi rapidement s'apercevoir de l'état déformé, principalement au niveau de la paroi. Les contraintes, bien sûr, peuvent être visualisées de différents types, donc des contraintes principales ou de traction, des combinaisons de contraintes également, puis les déformations plastiques, ou sous forme de tenseur, pour voir également là aussi les différentes contraintes, avec notamment un niveau de contrainte de traction qu'on voit au niveau de la paroi. Le client, pour sa note de calcul, a aussi utilisé l'intégration des résultats en contrainte. Donc il y a eu, par exemple, isoler la paroi. Et sur ces éléments de paroi, alors la paroi qui a été ici modélisée en éléments volumiques, hein, contrairement à d'autres modélisations, vous pouvez modéliser également des structures en poutre. Et donc du coup, pour cette paroi, donc on va venir intégrer les résultats, donc les contraintes normales à cette coupe, pour obtenir les efforts normal tranchant ou en fléchissant dans le soutènement. Donc on voit ici le graphe obtenu avec orientation donc de la paroi, donc de la surface vers la profondeur, de 0 à 40, et donc l'effort, le moment fléchissant obtenu avec son maxima ici au niveau du ventre. Alors à noter les sauts ici de contrainte qui sont associés. Là, c'est purement associé à la finesse du maillage, hein. C'est-à-dire que le client, s'il avait voulu obtenir un profil de contrainte un peu plus lisse, il aurait fallu mettre plus d'éléments dans l'épaisseur de sa paroi. Voilà, en tout cas, quantitativement, le moment fléchissant est obtenu. L'autre résultat attendu
était le tassement en surface. Donc si on reprend le modèle pour afficher tous les éléments constitutifs, on va pouvoir maintenant tracer la courbe de déplacement verticale pour la coupe en surface. Et voir du coup ici le tassement avec l'influence prononcée des fondations modélisées. Donc l'ensemble c'est l'ensemble de ce phasage et également l'exploitation des résultats qui ont été utiles le modélisateur par l'utilisation de ces RLCPC, en plus de l'utilisation du Hardening Soil Model. Troisième et dernier exemple d'application de CRLCPC pour des projets sur Paris, c'est la gare du Kremlin-Bicêtre, encore une fois, mais maintenant avec non plus une section courante ou un puits, mais des sections définies pour modéliser une gare. Dans ce cadre-là, le logiciel est utilisé pour dimensionner les soutènements, déterminer donc tous les efforts, les moments, les déformations et le LS, et puis également exploiter les résultats en déplacement pour déterminer les tassements au niveau des structures existantes. Alors le modèle réalisé est celui-ci. Donc un maillage réalisé autour de cette gare, donc c'est une boîte avec des éléments donc ici verticaux, là, des parois, différents lits différents niveaux de dalles et également des butons que l'on modélise ici là, par ces éléments avec des flèches. Donc une stratigraphie assez complexe, complexe, on reste horizontal. Les propriétés appliquées, donc les lois de comportement utilisées, donc on a exploité le Hardening Soil Model intégré dans César. Vous voyez que l'on a du béton, des caractéristiques donc élastoplastiques pour les massifs de sol avec une élasticité, une plasticité du Hardening Soil Model. Voilà, dans toutes ces strates. Hein. Et puis donc le phasage, là encore, relativement assez complexe, avec l'activation, désactivation progressive des éléments de structure au fur et à mesure de l'avancement de l'excavation, du creusement de la gare. Donc on a d'abord mis en place les parents boulées, puis on a excavé progressivement pour mettre en place provisoire par exemple certains butons. Voilà, donc des choses relativement classiques, mais voilà, qui sont faites là aussi de façon aisée dans le logiciel. Notamment, vous voyez que sur l'arborescence, là, l'utilisateur a partagé les données. Donc en partageant les données, on a tout de suite toutes les propriétés mises à jour dès lors que l'on fait si on est amené à faire une modification dans une phase, automatiquement la modification est réalisée sur toutes. Voilà, donc pour voir jusqu'au fluage, voilà la structure donc réalisée. Donc le type de résultat qui a été exploité, c'est principalement ici les efforts dans la paroi. Donc là aussi, comme je vous l'ai montré précédemment, on peut isoler l'élément de structure qui était modélisé en élément de volume et par une coupe verticale définie. Donc là, celle-ci, la PM Extreme, on va pouvoir, là encore, intégrer les contraintes normales à cette poutre à l'intérieur
éléments de structure et donc pouvoir retracer le mouvement fléchissant, donc pour nous permettre par la suite de dimensionner. Voilà, donc voilà l'intégration. Donc en fait, la verticale va de 0 à 45 et on voit ici le profil de moment obtenu. Alors, le client a aussi exploité ce résultat pour, comme on dit, tracer les déplacements surface. Donc là aussi, vous l'avez vu, les courbes peuvent être définies à certains niveaux. Donc là, à ce niveau-là, on peut, sur cette courbe, donc qui est celle-ci, voilà, on a pu également tracer le déplacement vertical, voir le niveau d'influence de nos travaux sur un certain niveau de fondation des ouvrages environnants. Et puis, bon, si nécessaire, on a aussi les efforts qui peuvent être récupérés dans les boutons, comme on le voit ici. Alors, peut être exploité donc en termes graphiques, visualisation, comme ici, ou alors également, comme on l'a vu, par simplement tracer, exporter l'effort normal dans l'élément. Voilà, cet élément. On peut exporter les efforts qui sont tout constants. Voilà pour cette troisième exemple d'application de César LCPC version 6 sur un cas concret du Grand Paris. Alors pour finir la présentation, j'aimerais quand même juste introduire des applications du logiciel César qu'on n'a pas pu montrer dans le cadre de ce webinaire, hein, puisqu'on reste quand même, on survole un peu la problématique tunnel. Dans la majorité des cas, on peut faire de la modélisation 2D. Sachez que César peut bien sûr faire de la modélisation 3D. Hein, c'est fait près de minimum 30 ans que le 3D est développé dans le logiciel César. Il a contribué à de nombreux calculs. L'avantage de modélisation, on y reviendra lors d'un autre webinaire, ou alors vous pouvez aussi nous solliciter pour d'ores et déjà avoir un aperçu de ces fonctionnalités. On pourrait aussi décrire plus en détail tout ce qui est script. Donc les scripts, ça va permettre d'automatiser différentes tâches, qu'il s'agisse de la création de modèles, donc tout ce qui est géométrie, maillage, mais aussi ça va pouvoir permettre de générer des études paramétriques sur les propriétés de sol, par exemple. Et puis ça permet aussi d'exploiter les résultats. Donc toutes ces fonctionnalités sont également à découvrir. Donc n'hésitez pas à nous demander une présentation personnalisée hein, pour en savoir plus, même pour ces applications 2D, soit en nous contactant par l'adresse email ou par cette ligne standard. Enfin, je finis ma présentation par présenter les supports que nous avons mis en œuvre pour qu'on puisse rester en contact. Sachez déjà que vous pouvez trouver d'autres informations sur le site cesarlcpc.com qui a été modernisé. Vous pouvez aussi nous suivre sur la chaîne YouTube. Donc c'est une chaîne qui va régulièrement voir apparaître de nouvelles vidéos. Par exemple, la vidéo de ce webinaire y apparaîtra. Et puis également sur LinkedIn, nous avons créé une page pour fédérer la communauté, puis pour rester en contact de l'actualité autour du logiciel César. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur les applications tunnel de César LCPC. Et je vous dis à très bientôt.